Et non, la Dorne se trouve à notre gauche et la Dorne à notre droite. Donc voilà, monsieur, vous êtes bien placé, vous êtes bien situé. Et encore mieux, madame, qui est quasiment à la jonction des deux, voilà, des deux courants. Alors donc ici c'est la Dorne. Ici c'est la Dorne. Et de ce côté-ci la Dorne. La Dorne, voilà. Et le point de rencontre c'est ici. C'est ici, c'est ici. Ah d'accord. Et même un peu plus loin, on lit que la Dorne a 4 sœurs qui se cachent dans le sous-bois. Ah d'accord. Voilà. C'est sur la Dorne. Sur la Dorne. La Dorne. Voilà. D'accord. Et ensuite, alors donc ça passe par le Mont d'Or. Par le Mont d'Or, la Bourboule. Voilà. Mais ça vient des montagnes là-bas. Hein. Oui, ça vient du côté du Sancy. Voilà, du Sancy. Ça arrive du Sancy. Voilà. Mais simplement la Dorne. La Dorne, oui, la Dorne, mais... Et la Dorne. Et la Dorne, mais je pense que ça doit faire pareil, sauf que le Sancy c'est... Ah non, c'est la chaîne. Voilà. C'est la chaîne, donc c'est... Voilà, c'est la chaîne du Sancy. Voilà. Il y a un petit barrage là-bas, plus bas. Ah bon? Du côté de la Bourboule? Oui. Entre la Bourboule et Saint-Sauve, il y a un barrage voilà, qui alimente en électricité depuis 3000. Ah bon? Ouais, parce qu'il y a le grand barrage de Bar-les... Ah oui, ça c'est... Oui. Mais il y a le grand barrage, oui. Bar-les-Eaux, c'est ça? Bord-les-Orgues. Enfin, ici, on doit être à une trentaine de kilomètres de Bord-les-Orgues. Ce n'est pas loin. Hein. Non, en plus, les routes sont bien faites maintenant. C'est bien aménagé. Remarquez, c'est aménagé pour le tourisme parce que maintenant, il n'y a plus rien de naturel. Hein. Il faut bien se le dire. Vous savez, pour trouver vraiment du naturel, il faut aller à Paris. Et encore, même pas. Ah, ouais, en fait, de ces sources avec la Dorne et la Dogne. Et puis en commençant avec la première finalement construction hydraulique avec donc le petit barrage de la Bourboule, le pont d'Arpia, le barrage de Bord-les-Orgues, le barrage de Marais, celui de l'Aigle, celui du Chastan et enfin celui de Argentat. En 1919, donc après la guerre de 14, il était question évidemment de développer le tissu industriel du pays. Et ce développement ne pouvait pas se faire sans un apport d'énergie dont on ne disposait pas. Donc l'État a promulgué une loi qui dit qu'il est propriétaire de l'énergie, des cours d'eau et des marais, et qu'il va concéder à des entreprises privées l'exploitation de centrales hydroélectriques. Le chemin de fer, la compagnie du Paris-Orléans, a décidé d'équiper la Dordogne. Et c'est à Marège qu'elle a installé le premier ouvrage, 1935. Marège, c'est celui qui est juste en aval de bord. C'est le premier ouvrage sur la Dordogne. Et sur le plan architectural, c'est le plus beau. C'est un barrage qui est conçu un peu sur le même modèle que celui-là, mais bien sûr 35 ans plus tôt, qui est un barrage voûte, c'est-à-dire d'une faible épaisseur de béton, mais de rayons de courbure suffisants pour que la pression de l'eau, pour que l'ouvrage résiste convenablement à la pression. Donc pendant les guerres de 40, construction du barrage de l'Aigle sur la Dordogne, qui était le plus puissant à l'époque, et début des travaux concernant le renforcement de la rive gauche de la Dordogne pour l'appui rive gauche du barrage de bord. Un obstacle infranchissable. Le barrage, dominé par la coulée de lave, normalement c'est de la phonolite je crois, les orgues, entre guillemets les orgues de bord. La ville se blottit craintivement contre son barrage, à la sortie du mur, et nous emmène tranquillement le long des gorges majestueuses de Saint-Nazaire. Alors la légende de Saint-Nazaire, c'est le saint qui chassa le diable du promontoire rocheux. Au fil de ma promenade, je rencontre de nombreux affluents. Quelle est belle ma Dordogne, contemplée du site de Gratte-Bruyère. C'est drôle que ça soit une société de chemin de fer donc, qui a vocation à générer du transport, qui finalement coupe leur route fluviale
et cette capacité justement de transport. Donc par ces murs, et donc c'est là où on est passé d'une rivière, donc on est passé on a appelé ça la rivière emmurée, soumise au spasme, donc à une route barrée finalement, une route fluviale qui est devenue barrée par ces murs successifs de béton. Ce pèlerin ou ce voyageur suit la rive de la Dordogne et arrive au site de Port-Dieu. Alors on a marqué, moi voyageur en 2015, au mois d'avril, je suis arrivé à Port-Dieu. Devant moi la chapelle des Manants, seul rescapé du village englouti par la descente du barrage. S'offre à mon regard le prieuré en ruine. Alors la légende raconte que donc la chapelle des Manants faisait partie d'un ensemble avec le prieuré, et un soir d'hiver, un soir de Noël, est arrivé un voyageur justement comme celui que nous avons vu tout à l'heure, et il a demandé, comme tout voyageur, comme tout pèlerin, c'était un pèlerin d'ailleurs, il a demandé l'aumône. Et dans le grand prieuré, il y avait une messe de minuit, et à la sortie de la messe de minuit, aucun de ces riches messieurs, de ces riches dames n'a voulu lui garnir son escarcelle. Il avait déjà eu la même mésaventure dans les rues de Port-Dieu, dans les charrières, comme on dit chez nous, de Port-Dieu. Donc poursuivant mon chemin le long de la retenue, j'aperçois les tours élégantes du château de Val du 14e. Et il a continué son chemin, il est arrivé à la chapelle des Manants, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y avait les gens du coin, les gens de peu, les pauvres, les paysans, qui lui ont dit on ne va pas vous donner d'argent, mais venez chez nous et on va vous faire manger ce qu'on a, c'est-à-dire peut-être quelques châtaignes à l'époque, et des choses comme ça, une bouillie de mil. Et en partant, donc il s'est restauré, et en partant, il s'est retourné, il a dit, puisqu'il n'y a qu'en cet endroit, qu'à la chapelle des Manants, où on m'a fait cette aumône qui est due aux pèlerins, ce sera la seule chose qui restera de l'engloutissement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette légende est antérieure à la construction du barrage, bien entendu. Il y avait des villages. Il y avait un petit village comme Noznac, qui est juste en amont du barrage de l'Aigle, avec sa chapelle. Alors la chapelle de Noznac, elle était dédiée à Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, c'était la patronne des gabariers. C'est-à-dire que tout le long de la Dordogne, il y a des petits endroits, des sanctuaires, où en passant, les gabariers enlevaient leur chapeau, se recueillaient un moment, disaient une petite prière. Et elle était censée les protéger de tout danger. Et là, j'ai fait un bateau, bien sûr, parce qu'elle est protectrice des lépreux, parce qu'il y avait, sur les bords de la Dordogne, il y avait des léproseries, quoi, et des gabariers, des bateliers, quoi. Moi, je préfère dire bateliers, parce que c'était pas tous, ils n'avaient pas tous des gabarres, ils avaient aussi des petits bateaux, voilà. Oui, parce que Noznac se trouve en amont du barrage de l'Aigle. Noznac a été noyé par la retenue du barrage de l'Aigle. C'est compliqué. Cette chapelle était dédiée à Sainte-Madeleine, et Noznac, c'était un village aussi de pêcheurs, de gabariers, de constructeurs de bateaux. Voilà. Et alors maintenant, actuellement, l'eau, elle est à peu près là. Et l'oratoire a été transféré à Noznac, dans le village de Lamirande. Il y a un petit oratoire comme ça qui est très sympathique, et puis avec une... je ne sais pas si on la laisse, la statue, je ne sais pas. Non, elle n'y est pas. Elle est à Soursac. Sainte-Madeleine, la statue de Sainte-Madeleine a été transportée plus tard, disons qu'on l'a sauvée. Elle a été conservée pendant longtemps par un habitant, et ensuite on lui a fait une petite chapelle en haut, à un endroit qui s'appelle la Mirande. On va y aller. Mais le 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, il y a un pèlerinage à la Mirande,
Et on prend la Vierge, la Sainte de l'église de Soursac, on l'amène à l'oratoire de la Mirande. On la couvre de rubans. Oui. Et puis chacun après part avec ses rubans de toutes les couleurs. Voilà. Alors donc, cette dame, elle est née en 1930 et quelques. Elle n'a pas connu le temps des Gabarres, mais elle a connu le temps de la Dordogne avant les barrages. Et c'était un pays de cocagne, quoi. C'était riche, ça vivait. Les gens, ils avaient une auberge, ses grands-parents avaient une auberge un peu plus haut. Les gens venaient de Mauriac tous les samedis dimanches. Celle-ci, c'est le pont de Spontour, c'est Spontour. Alors, la maison de mes grands-parents, parce que mon père était de Spontour, elle est là. Elle existe toujours, elle a été transformée, elle a été achetée par des gens riches quand même. Deux personnes qui se sont cramponnées à leur lieu. On leur disait partez, partez. On n'avait pas encore mis en eau le barrage. Mais on avait fait le barrage. Et on avait fait un bâtard d'eau. C'est-à-dire un espèce de petit canal de dérivation pour permettre à l'eau de s'évacuer. Mais il y a eu un gros orage et ça n'a pas suffi. Et l'eau est montée. Et ils ont été noyés. Alors à partir de ce moment-là, EDF a dit, puisque c'est comme ça, avant de mettre en eau, on va dynamiter les maisons. Et ils ont dynamité toutes les constructions. C'est comme ça qu'ils ont détruit cette abbaye de Valette, qui était une abbaye bénédictine. C'est imposant quand même. Hein. Il n'y a plus rien. Les événements marquants, c'est la destruction de ma maison et puis l'enlisement. Hein, quoi. Elle est sous l'eau. Hein. Les fondations sont sous l'eau et voilà. Hein, pour moi, c'est le plus marquant, quoi. Et puis, voilà, c'est un événement dont on ne guérit pas. Même si on se reconstruit, parce que il y a la période de ce qu'on appelle la résilience. Hein. Oui, peut-être que j'ai après, moi, cette vie d'artiste entre guillemets, parce que je ne me considère pas une artiste, pour moi je ne sais pas, mais j'ai eu besoin de m'exprimer comme ça par mon activité artistique, hein, et je l'ai fait, quoi, Bien sûr, les propriétaires ont été expropriés, ils ont été indemnisés, mais bon, c'est un peu d'argent, mais ça indemnise pas de ses souvenirs, de ses attaches. Je vois la Dordogne de ma fenêtre, lourde et pleine en hiver, légère et fluide en été. Elle coule de là à là-bas, elle coulait libre, et je vois la souffrance dans la rupture des murs de béton et les arrêts nets de la route noyée. J'aime la route noyée et ce qu'elle raconte. Donc là, on est sur le barrage du Chastan. Donc en fait, avant que ces barrages existent, donc la Dordogne là, était vraiment impétueuse, hein, c'était un cours d'eau très sauvage. Et donc avec l'installation, avec la construction des barrages, c'est devenu une succession de lacs sur cette partie haute. La Dordogne est un imaginaire de l'avant qu'on revoit parfois, traces laissées sur ces terres inondées, qui parfois se vident et qu'on se retrouve nombreux alors à parcourir. Cette hier d'avant qui est encore là maintenant. Alors bon, quand ils vident le barrage, on voit pas les clochers, mais on voit l'église, la voûte, on voit quelques pignons de maisons. Donc concernant les poissons, donc avant que cette rivière ne soit entre guillemets canalisée, enfin disons domptée, donc c'était vraiment le royaume de la truite et du saumon à l'époque. En fait, c'était des eaux torrentueuses, donc des eaux froides, avec énormément d'oxygène, et donc qui convenaient parfaitement à cet habitat, convenait parfaitement à la truite et au saumon, qui à l'époque était en très grosse quantité sur cette rivière. Avec la construction des barrages, la donne a complètement changé.
avant, donc, quand la Dordogne coulait naturellement, donc c'était la zone reine des truites. Maintenant, donc ça a quasiment disparu. Et on est plus sur des poissons qui vivent dans des eaux beaucoup plus chaudes. Ma Dordogne, ce sont aussi ces pêcheurs posés comme de gros insectes tout au long du fleuve et qui ont gagné leur bataille avec la saumonnerie, qui ont fait gagner le droit à la rivière de continuer à être. Mon histoire là-dessus, elle a débuté dans les années 80, lorsque j'ai touché mon premier fouet dans la main, quand j'étais gamin, au camping du Solou, qui est pas très loin d'ici. Le Solou était considéré autrefois comme l'un des lieux de débarquement pour les gabariers. Et moi je l'ai vécu par rapport à la pêche comme un des spots mondiaux incontournables. Donc une des pêches justement qui est très liée justement à cette activité larvaire aquatique, c'est la pêche à la mouche, où le pêcheur essaie de reproduire dans son action de pêche ce qui se passe naturellement. C'est-à-dire qu'en fait il va créer des imitations d'insectes, enfin, il va essayer d'imiter ce qui se fait au naturel, et en fait il va essayer de prendre les poissons par ces artifices-là. Donc soit en pêchant à la surface de l'eau, donc par l'intermédiaire d'une gestuelle un peu particulière, donc en présentant sa mouche, donc son imitation d'insecte qui va dériver le plus naturellement possible, et la truite éventuellement va se faire leurrer en prenant ça pour un insecte naturel et va venir l'attraper. Donc soit on pêche sur l'eau, c'est ce qu'on appelle la pêche à la mouche sèche, soit sous l'eau, où là on est beaucoup plus lié à l'activité larvaire, où là en fait le pêcheur va mettre sur sa canne, sur son fil, des imitations de larves. Aujourd'hui, les pêcheurs à la mouche savent que dans le monde entier, la rivière Dordogne est une fabuleuse rivière pour son potentiel halieutique. Elle est riche donc en salmonidés, principalement des ombres et des truites. Également des saumons qui remontent la rivière grâce aux efforts des associations locales. Également la participation de l'État et des différents organismes sous tutelle qui ont programmé des travaux structurants comme les passes à poissons, ce qui a permis bien évidemment de faire monter les migrateurs jusqu'aux têtes de cours d'eau, lieu de leur naissance pour les saumons. Quand on est un pêcheur à la mouche, on est avant tout un messager. Un messager sur les questions environnementales, parce que vous les vivez en contact avec la rivière, vous pêchez pour votre plaisir, mais vous pêchez également en prenant en compte les aspects environnementaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'écologie du cours d'eau, ses modifications physico-chimiques, également ses ressources en profonde mutation, liées au déséquilibre des barrages notamment, puisque effectivement les barrages servent de régulateurs sur la rivière, mais également ils ont un impact écologique important. C'est là-dessus que je présente les choses pour faire reconnaître entre le secteur d'Argenteuil et de Beaulieu un formidable spot pour la pêche à la mouche, tout simplement, puisque en plus aujourd'hui la rivière Dordogne elle vient d'être labellisée réserve mondiale de biosphère il y a un petit peu plus maintenant de 2 ans et demi à peu près. Donc ça sous-entend que derrière il va y avoir des travaux scientifiques accrus. Également des cahiers des charges à respecter pour les exploitants producteurs électriques. Et donc aujourd'hui, moi je constate que malgré le réchauffement climatique, le profond déséquilibre de la rivière, il y a beaucoup effectivement de populations de salmonidés, mais le milieu est très fragile. De loisirs, j'ai plus un rapport de loisirs avec la Dordogne.
Et c'est des balades, et c'est un endroit qui est tellement beau, qui est pour moi plutôt féerique en fait. J'y vois quelque chose de méditatif. Il y a deux choses qui me parlent dans la Dordogne. C'est l'histoire, d'une part, l'histoire des maquis qui est assez importante par là. Et je pense que c'est bien dans mes balades, ce que j'ai vu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a des moments où on voit la brume en fait, qui se lève juste au bord de la Dordogne, à quelques centimètres comme ça au-dessus. C'est très très beau, c'est totalement féerique. Et moi je pense toujours à la Vouivre. Alors je ne sais pas du tout si c'est une légende corrézienne. Un plaisir à être dans ce lieu que moi je trouve magnifique. Et j'ai un attachement un peu, on va dire, sensuel par rapport à l'odeur de la rivière, à la beauté de ses berges et au plaisir de pouvoir encore se baigner dans la rivière, même si effectivement il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées par rapport à la Dordogne que j'ai pu connaître il y a 50 ans et plus. C'est un lieu, du fait de l'eau qui coule, un lieu qui, malgré le fait qu'on soit dans une vallée, permet d'être relié à l'extérieur, à l'ailleurs aussi, qui du coup ouvre vers l'ailleurs aussi. Ma Dordogne, ma à une eau qu'on ne peut attraper, à ces histoires racontées à l'arrivante que je fus, à cette eau qui nous parle à tous, marque d'un paysage, qu'au gré des intérêts économiques, on veut souvent nous faire changer, au point qu'on s'y perde et que tous s'y perdent. Voilà. Je considère que la Dordogne n'appartient à personne. On ne peut pas dire ma Dordogne. Pour moi, la Dordogne est un bien commun. Et voilà, il y a des pressions, il y a des usages. Elle réagit à ces pressions. Il peut y avoir du conflit d'usage. Et c'est pour moi, la Dordogne, et non pas ma Dordogne, la Dordogne est un élément de mon cadre de vie. Elle a participé au fait que ce cadre de vie me convienne et que j'y reste pour y habiter. Ma Dordogne donc, ne m'évoque rien précisément parce que nous n'y avons pas accès. Il y a les barrages, les rives sont souvent privatisées, il y a les campings. Les rives sont très peu accessibles avec les barrages, les retenues artificielles, il n'y a pas de chemin au bord, donc elle est très peu accessible. Donc pour moi, la Dordogne, c'est une frustration. Ma Dordogne est un coin, un endroit de tout temps, baignade, un bord d'eau qu'on se dit tous nous appartenir, sans qu'on en soit propriétaire. Pas besoin. À chaque année, chacun revient un peu plus vieux avec un enfant, deux qui grandissent et viendront là aussi à l'été prochain. Alors là, c'est la gabarre touristique. La gabarre touristique qui a été mise en place par M. Soudeil, qui était instituteur à Spontour. Et le voilà, ici. Le voilà. Alors là, il y a des Aubert et des Clary, là. Ça, c'est des Clary, ça, c'est de la famille, mais c'est pas ma famille directe. C'était après la construction des barrages ou avant? Oui, après. Oui. Après. Bienvenue sur cette gabarre. Vos chargements, dites-moi. Alors autrefois sur ce courbet, comme on appelle ce genre de gabarre, c'était plutôt de bois qu'était fait le chargement, oui. Et la promenade que nous sommes en train de faire ne ressemble en rien à celle des gabariers d'antan. À l'époque, il n'y avait pas encore de barrage sur la Dordogne. La Dame Blanche, c'était son petit nom, coulait librement de sa source à l'estuaire. Et en plus l'été, pas de navigation, pas assez d'eau.
c'est seulement au début du printemps, quand les neiges fondaient en montagne, ou à l'automne, après des pluies abondantes, non pas aujourd'hui, que les gabarres descendaient. Dans les villages, on guettait le moment où la Dordogne serait navigable, elle changeait de couleur, elle s'assombrissait. C'était signe que les eaux étaient devenues marchandes, comme on disait. Alors on avait attendu longtemps, préparé ce voyage, qui allait durer quoi? 5, 6, 7 jours à peu près, de Port-les-Orgues à Libourne. Et oui, on sait quand on part, on ne sait pas exactement quand on arrive. Pour vous, pareil. Non. Et c'est dans les villages, du bord de la Dordogne par là-haut, que les gabarres étaient fabriqués en très grand nombre. Entre 350 et 500 bateaux par an. Ah, quand même. Oui, ils faisaient que ça. Oui. Spontour, mon village, et celui de ma famille, est considéré comme la capitale de cette batellerie. Excusez du peu. Tous gabariers les hommes de ma famille. Et ils en ont construit des bateaux et tout en bois s'il vous plaît. Hein. Du chêne, du hêtre, du châtaignier. 4 à 6 semaines de travail pendant la période des basses eaux de la Dordogne. Les gabarres ne pouvaient descendre que quand elle était en crue. Sinon ils attendaient là. Ils attendaient que ça se prépare. Donc c'était une vie tout à fait particulière. Une vie presque au ralenti. Et dès que la Dordogne donnait des signes de crue, ou des fortes pluies, ou la fonte des neiges, les gabariers se préparaient, et y compris au port de Donadieu, puisque là c'était un port. Alors, un port avec peu de marchandises, mais surtout un port qui prenait des passagers. Il prenait aussi de la marchandise, mais moins. Moins, c'était pas Spontour, par exemple. Ensuite, Argentat était un passage, ça c'est la première coupure sur la rivière, et la deuxième coupure sur la rivière, c'était les gués et les passages, c'est-à-dire qu'on pouvait traverser la Dordogne à Argentat, un peu plus haut ou un peu plus bas, mais relativement loin en haut et en bas, ce qui fait qu'Argentat était comme un entonnoir qui permettait aux gens de traverser la Dordogne. Oui. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est le rôle joué par les gabariers sur la vie économique de la ville, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle qui a été joué, mené par les gabariers sur le plan religieux, puisqu'il ne faut pas oublier que les gabariers, lorsqu'ils remontaient de la région d'Aquitaine, eh bien, ce sont eux qui ont ramené, qui ont rapporté en Corrèze et à Argentat en particulier, toutes les idées protestantes qui ont fait partie donc de l'histoire religieuse de l'histoire d'Argentat. En ce temps-là, notre belle rivière coulait gaiement sous les ponts de chez nous. On aimait à regarder son eau claire, reflet d'argent dansant sur les cailloux. Je me souviens, on chargeait les gabarres à Spontour au pied de notre maison. Les fiers lurons en larguant les amarres nous quittaient en chanson. C'était le temps des gabariers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qu'ils conduisaient du haut pays jusqu'en basse Gascogne. Le beau voyage, en vérité, entre les bois, dans les gorges profondes. Le beau voyage au fil de l'onde, au temps des gabariers. Ah ben vous la connaissiez. Il y en a 2 qui regardent The Voice. Hein. J'espère que ça rentre les paroles pour les autres. C'est du bois sec qu'on a chargé Robin. La partie du voyage est vraiment périlleuse. Il faut bien connaître la rivière. L'avoir descendue plusieurs fois pour montrer la voie au reste du convoi. Depuis Spontour jusqu'à Argentat à peu près, il n'y a pas moins de 35 passages dangereux. Les malpas, on les appelle, malpas, mauvais passages. Hein. Alors vous voyez que tout ça, c'était un métier hyper périlleux. Et qu'il fallait être costaud, non seulement pour approvisionner en bois, pour travailler dans les pentes, pour acheminer le bois dans la rivière, ensuite pour construire les bateaux, et ensuite pour partir 4 ou 5 jours dans des cours. Ici, vous savez, c'est tranquille, mais imaginons les cours tumultueux de la Dordogne avant
justement les barrages. Alors comment imaginer la vie ici avant les barrages? La première étape de nos gabariers est au port d'Argentat. Vous êtes allé sur les quais? Oui. Mais jusqu'à présent, la gabare est presque vide. Là, on la charge vraiment. On va y mettre 10 à 20 tonnes de fret. Et à l'époque, Argentat est le premier grand port rencontré par nos gabariers sur la Dordogne. Et c'est sur ces quais qu'est empilé le bois, précieux matériau qui fait vivre toute la haute vallée, qu'on doit charger sur la gabare. Alors, ça c'était autrefois. Maintenant, malheureusement, toutes ces choses-là qui avaient fait un petit peu la gloire d'Argentat 18e, 19e siècle, a un peu disparu et ça a été remplacé par surtout le tourisme, que l'on retrouve à gauche, là, tourisme, loisirs, pêche, gastronomie, etc. etc. Et de l'autre côté, des influences étrangères qui commencent à apparaître à Argentat et de manière assez caractéristique. Et quand je dis Argentat, c'est bien plus encore quand on se rapproche de Bordeaux. C'est-à-dire que toute la Dordogne est vraiment, je ne veux pas dire envahie, parce que ça ne serait pas un mot très... Mais il y a une très très forte population d'Anglais en particulier, mais aussi de Hollandais, de Belges, etc. Voilà, pour moi, la Dordogne, c'est un trait d'union entre plusieurs pays, de la source jusqu'à l'embouchure. En réalité, ici, il n'y a peut-être pas beaucoup d'agriculteurs, mais on peut faire de tout. La châtaigne, les noix, le maraîchage, les fraises, tout pousse. Et puis, là, la Dordogne, il y a des endroits qu'elle ronge. Comme par exemple, moi je me trouve là, j'ai du terrain à bord de la Dordogne. Et ça fait un cingle, et la Dordogne a envie de couper en plein milieu des prés, et puis d'atterrir au camping de Roufillac, là, hein. Et puis ce banc de gravier, les peupliers ont poussé dedans, il a grandi, et puis l'eau alors attaque vers le pâturage, hein, enfin vers les terres là. Et je pense qu'un jour ou l'autre la Dordogne elle va couper toute la plaine en deux là. Et puis d'or, eux ils pensent qu'il faut laisser faire la nature et qu'il faut absolument laisser naviguer la Dordogne partout où elle va aller. Ouais, moi j'aurais préféré qu'il la canalise un tout petit peu à cet endroit-là et qu'il ne bousille pas la plaine. Etc. Et puis, ce passeur, il a regardé aussi les couanes, un milieu particulier de la Dordogne. Ces couanes qui, petit à petit, au fil des ans, malheureusement, ont perdu leur valeur naturelle. En effet, les hommes sont responsables et petit à petit, ces couanes se sont asséchés. Les poissons ont quitté la rivière, les libellules aussi sont parties, les insectes, etc. De la Dordogne, il y a toujours la maïs, et pour irriguer la maïs, on pompe l'eau de la Dordogne. Puis après, il s'est fait un réseau d'irrigation. Ils sont allés chercher l'eau à la Dordogne, et puis ils arrosent 2 ou 3 communes dans les coteaux. Et après, en descente, on avait le tabac. L'hiver, quand il pleuvait, quand il faisait froid, on défouillait le tabac, on triait le tabac et tout ça. Alors, même si le tabac, ça arrive à gagner que le SMIC, à peine, même des fois à peine, mais si tout le monde y travaille, ça fait un revenu quand même, vous comprenez ? Nous, on a arrêté le tabac plutôt pour avoir envie de faire autre chose, parce que de se mettre dans le tourisme, hein, de faire la vente directe. Mais sinon, le tabac, nous, on a été très contents. Hein. Le tabac avec le fumet qui en dit, il y en a 7. Et après, pour être sûr que notre Dordogne il est bien propre, qu'est-ce que nous avons sur la Dordogne? Une station d'épuration. Pour être sûr qu'il est bien propre, qu'il n'y a pas de microbes et tout ça. Hein? Voilà. Et pour que le poisson il peut vivre, et les oiseaux aussi, on n'a pas mis les oiseaux, tant pis, il faut en mettre, les oiseaux et tout. Et pour le baignade aussi, il y a des canoës, cagnac, et tout le monde qui utilise la rivière, comme ça c'est bien propre. Et les campings, il y a tout au long de la Dordogne des campings et tout ça, etc. Et aussi, on avait pas loin, des noix. De noyers, beaucoup de noyers. Et un peu plus loin, dans l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des champignons, des girolles, et surtout les cèpes.
Des gros cèpes. Oh, celui-là, il est un peu plus petit, mais des énormes cèpes avec la tête noire, qui en aiment bien manger. Bon, on continue. Oh, on avait notre petit oie, notre petit canard, chéri. Pour faire quoi? Le pâté de foie gras. C'est ça, là. Moi, mes parents, avant Toussaint, ils partaient à Sarlat, ils allaient acheter 5 ou 6 oies, et puis ils les gavaient, et puis à Noël, ils faisaient leurs conserves, ils en mangeaient, ils faisaient leurs conserves et tout, voilà, les pâtés, tout ça. À côté de Sarlat, il y avait 2 familles, Rougier et Delpeyrat, qui ont fait fortune dans le foie gras, dans les conserves, voilà. Et d'ailleurs, bon, alors après, c'est comme tout, ils ont tellement, c'était tellement florissant, tellement qu'ils se sont fait acheter par des groupes maintenant. Hein. Delpeyrat est parti dans les Landes, je ne sais pas où là, et ça existe toujours, mais l'usine de Sarlat est fermée, Delpeyrat. Mettre de truffe. La truffe noire avec le pâté. Hein? Pour traverser le Dordogne, soit à côté ou l'autre, il faut un pont. Parce qu'on ne peut pas traverser. Donc, il y a le pont. Et ce pont, il est le pont de Sainte-Julienne. Donc, on peut traverser à Sainte-Julienne pour venir visiter à Carlu. Hein? C'est une rivière très propre, qui permet à la fois du loisir, qui protège l'environnement. Donc, les barrages ont réussi à réguler le cours de l'eau. Néanmoins, il y a des moments où c'est un peu bas et le poisson se fait un peu rare. On se retrouve ici sur un cours d'eau qui a quelque chose de particulier. En effet, ce cours d'eau, il est marqué d'une part par un milieu tout à fait caractéristique, avec une faune, avec une flore, avec une eau qui monte, qui descend, au gré des barrages, au gré des hommes. En même temps aussi, ces hommes qui vont puiser dans cette eau pour leur irrigation, qui vont aussi, malheureusement, détruire plus ou moins ce milieu, avec l'extraction de granulats qui s'est passée il y a quelque temps. Et ce passeur, il en a entendu des choses là-dessus. Il y a eu aussi les barrages. Et là aussi, les gens lui ont raconté beaucoup de choses. Et puis ces berges, qui petit à petit se sont effondrées, qu'il a fallu consolider, qu'il a fallu noyer, qu'il a fallu enrocher, etc. Et puis, on a vu ici ce passeur qui va entendre toute l'histoire de cette Dordogne. Longue histoire géologique, mais histoire aussi de l'histoire. En effet, ici, il a vu des hommes, il a vu des marchandises, il a vu aussi passer les colporteurs, il a vu aussi les échanges, et il a vu tout cela petit à petit qui va disparaître au profit d'une civilisation que lui n'a pas beaucoup connue ou qu'il ne veut pas beaucoup connaître. Donc, on fait notre plage avec les touristes qui se baignent, qui se bronzent. Regarde le beau soleil, ça ne se voit pas, mais le beau soleil, comme ça, il se repose et tout ça. Et on continue, il y a des petits îlots, il y a des gabarres, il y a des canoës qui partent, il y a le pêcheur qui essaie de pêcher ses poissons, hein, et on continue jusqu'à Beignac. Ces paysages ici se sont transformés. Le foin a cédé la place à des pâtures, il a cédé la place aussi aux hommes, et là souvent se sont installés les campings, hein, souvent se sont installés aussi des bases nautiques, des loisirs, etc. Voilà. Et puis alors c'est aussi une rivière chargée d'histoire, puisque ça a été longtemps la frontière entre la Dordogne et l'Aquitaine, et toute cette histoire elle est racontée par tous les châteaux qu'on rencontre tout le long, donc soit en canoë, en kayak ou en gabarre, comme elle est racontée, et voilà. Et vous avez vu, il y a 2 châteaux face en face, Beignac et Castelnau. Hein? Le rival, lequel est le droit, lequel est le gauche, une fois c'est à gauche, une fois c'est à droite. Tout le monde a gagné et tout le monde a perdu. Et ça continue.
ce paysage quercinois, ce paysage périgourdin qu'on nous envie, ce sont des générations et des générations d'hommes qui l'ont travaillé. Et ce sont ces gens qui nous ont légué maintenant ce fameux paysage. Et c'est, je crois, ici, un des grands rêves, je dirais, de ce passeur, de conserver, sans être passéiste, ce paysage assez extraordinaire. Elle lit un petit peu tout le monde. Elle nous lie aussi par son histoire, elle nous lie par nos activités. Et j'ai mis qui nous rassemble, qui va nous rassembler sur certains sujets, hein, mais aussi j'ai mis qui nous sépare, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes de la rivière. Et on n'habite pas sur le même territoire, on habite une rive et l'autre habite de l'autre côté. Mais j'ai mis que c'était un héritage dont nous devons être dignes, quelque chose à préserver. J'ai écrit dans notre secteur, elle est pratiquement sinistrée, puisque pratiquement 6 mois sur 12, elle n'est pas à sec, mais pas loin. Donc on a du mal dans notre secteur à profiter vraiment de la rivière, étant donné qu'on est entre deux parties, une partie qui profite, dans la mesure où on peut profiter des barrages, mais enfin qui profite de retenues, le dernier étant Bergerac, et on n'a pas les remontées des marais, hein, donc on est pratiquement, depuis quelques années, hein, Georges, c'est pas toi qui me diras le contraire, on est 6 mois sans eau pratiquement, donc on a une rivière, je m'y sinistrée entre guillemets, quoi, mais enfin difficilement exploitable. Voilà. Oui, moi je considère que c'est notre patrimoine, un patrimoine national, puisque ça a même été classé par l'UNESCO et que ça a été également classé biosphère. Donc c'est quelque chose qui est connu maintenant, on peut dire, dans le monde entier, dans le cadre de ce patrimoine classé. Alors, l'aspect quand même, on peut dire, négatif, enfin, peut-être le mot est fort, l'aspect négatif, c'est qu'au fil du temps, effectivement, ça a déjà été dit, c'est une rivière qui s'est dégradée. Elle s'est dégradée parce que si vous êtes pêcheur, moi je le suis un peu quand j'ai un peu de temps, j'habite au bord de l'eau en plus, j'y vais très peu, mais enfin, on ne peut plus pêcher des bords de rivière pratiquement. Je parle du secteur de Bergerac. La rivière est tellement envahie par les plantes, notamment la jussie, qui envahit toutes les bords de rivière, même jusqu'au milieu de rivière, qu'un pêcheur, maintenant, s'il n'a pas une barque, ne peut pas pêcher du bord. C'est une rivière encore propre, on peut dire, puisqu'on considère que c'est une des rivières les plus propres de France. C'est ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs. Mais au fil du temps, il y a quand même des dégradations. La Dordogne a toujours été un lien avec mes parents, surtout avec mon père qui pêchait sur la Dordogne. Pour moi, la Dordogne, ça évoque la pêche, donc la pêche à la lamproie notamment, et puis les souvenirs. Voilà, c'est le fil de mes souvenirs. C'est peut-être idiot, mais je traverse jamais la Dordogne sans me dire bonjour comme une personne. C'est plus qu'une rivière pour moi. Je suis née ici, je suis née à Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, je suis arrivée ici il y a 4 ans et j'ai fait connaissance d'une personne qui avait ses enfants qui faisaient de l'aviron et m'a demandé si je veux bien essayer, ça me plaît à regarder, déjà c'est un beau sport. Et donc voilà, j'ai un peu appris à découvrir la Dordogne à travers ce sport, un sport de loisir.
de rivière. Et puis un deuxième rôle de la Dordogne qui est celui dans son rôle social. Et c'est vrai que quand on voit les journées organisées, on a parlé tout à l'heure du tourisme, quand on voit par exemple la journée du canoë organisée avec quelques centaines de canoës qui descendent de Sainte-Foy jusqu'à Castillon et qui descendent tous ensemble toute la journée, c'est vraiment une fête collective et avec tous les enfants, avec tout le monde qui se retrouve sur la Dordogne. Et c'est vrai que ce côté lien social qu'a la Dordogne par rapport à la population, on peut le regretter parce que Sainte-Foy tourne le dos à la Dordogne, n'est pas vers la Dordogne et effectivement on ne met pas en avant ce côté qui unit justement l'ensemble de la population et qui fait qu'on regardera un petit peu plus du côté de Port-Sainte-Foy aussi. Alors regain de fierté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une région qui a été très largement, où les gens ont été très largement blessés par l'exode rural et par la domination du modèle de vie urbain, où ils ont, pendant toutes les années 60 et 70, largement dévalué leur culture et par ricochet ce qu'ils étaient. Qu'un réalisateur pas du tout issu de la région choisisse pour cadre leur lieu de vie et singulièrement leur rivière avec tout ce que ça veut dire en termes de mémoire culturelle. Et là, et ils sont sortis de ce film avec tous une... J'ai marqué un regain de fierté, c'est ça. Hein. Donc j'ai toujours habité. Et pour moi, c'est important qu'il y ait justement cette circulation. Alors cette circulation qui peut être conflictuelle parce que justement, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que s'il y a des usines, ça salit, si elle est claire, on va pouvoir se promener. Enfin, c'est un lieu à la fois de contradiction et de passage. Alors ce patrimoine de voies navigables doit être préservé en 2 points. D'abord, au point de vue bâti. Vous venez sur la Dordogne, j'espère que vous avez navigué depuis Bergerac jusqu'à l'estuaire et vous allez être frappé par le nombre de ports fluviaux qui ont été construits, qui sont magnifiques, qui ont été construits. Donc ça, il faut les préserver et je peux vous dire que beaucoup d'entre eux ont été dégradés. Pour moi, la Dordogne, c'est la vie, c'est le rythme du temps donné par les marées, c'est les couchers de soleil magnifiques, les clairs de lune. Je suis très branchée sur les paysages, j'aime faire des photos. Et donc le Dordogne, pour moi, c'est, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui n'est jamais pareil, qui a plein de lumière, qui a plein de saisons, qui a... Mon titre, c'est Dordogne, trait d'union entre les gens qui habitaient en Corrèze et dans le Haut-Pays et le trait d'union avec le fleuve, avec l'estuaire. Alors c'est un trait d'union entre les gens et entre les cultures aussi. J'aime bien, je m'intéresse beaucoup au patrimoine maritime. Et je trouve que c'est très intéressant de conserver l'histoire de la navigation pour les générations futures. Donc pour moi, la rivière fait partie de la famille. C'est une parente très proche sur laquelle tous les ans j'ai plaisir à naviguer avec mes camarades du club nautique de Saint-André-de-Cubzac. Et enfin, il y a la Gabarre de Gironde, le bateau roi de l'estuaire jusque dans les années 60, au début des années 60. C'était un bateau à voile, avec une grande voile, un foc de bonne taille. C'était des bateaux comme le Petit Coureau qui pouvaient descendre la rivière, qui pouvaient la remonter. Certains, c'était des bateaux qui étaient très marins, qui pouvaient supporter le clapot de l'estuaire. Et je peux même vous dire que certaines gabarres de Gironde, qu'on appelle aussi le sloop de Bordeaux, ont fini leur vie sur les côtes de Bretagne. Et malheureusement, ils ont disparu beaucoup. Il reste quelques gabarres qui ont été reconstruites, quelques filadières aussi, mais très peu par rapport à tout ce qu'il y avait. Et nous, on a comme projet qu'on est en train de mener avec la mairie la réhabilitation du port de Plagne, donc
parce qu'elle charrie beaucoup de limon qui est amené par nous, la Garonne, qui n'est pas très loin. Et donc ce limon se dépose sur le port, et on avait un beau port tout en pavé qui était tout en vasé, et là on est en train de le faire dévaser avec la mairie et de le réhabiliter pour que les gens qui viennent se promener et admirer les couchers de soleil de cette belle rivière en profitent. Et parce que je trouve qu'habiter un port, un fleuve, c'est une ouverture sur le monde. On prend un bateau, puis on peut pas aller n'importe où dans le monde. On n'est pas gêné par les montagnes, les frontières, rien. Donc c'est vraiment une espèce de liberté. Donc, elle permet de glisser sur le Mascaret pour certains. Le Mascaret, en fait, c'est ce qu'on va appeler, c'est une onde. C'est en fait ce que les scientifiques appellent un ressaut de marée. En fait, il faut bien comprendre, ici, on est encore dans l'estuaire de la Dordogne. C'est-à-dire que tous les jours, l'eau monte et l'eau descend, c'est-à-dire que tous les jours on va avoir un phénomène de renverse. Cette onde en fait elle va se propager, et lorsqu'elle va rencontrer des hauts fonds, ça va se passer un petit peu comme à l'océan. Quand une onde, l'énergie ne peut plus tourner, ne peut plus circuler dans l'eau, en fait elle va déferler. Voilà, elle va monter de niveau en fait, et elle va déferler, elle va créer en fait ce qu'on appelle un train de vagues. Chez nous on appelle ça des éteules en fait, c'est pas qu'une seule vague, c'est un train de vagues, et ce phénomène va se faire ressentir jusqu'à plus de 140 km à l'intérieur des terres. Voilà. Nous ici à Saint-Pardon on est situé à 110 km voilà, de l'océan. Donc ce Mascaret il est connu depuis des milliers d'années, et ça fait seulement ici sur Saint-Pardon on va dire trentaine d'années qu'il est surfé, où les gens viennent glisser et donc attirer le monde ici. Ouais. Moi aussi j'ai fait du surf, mais j'ai fait du surf dans les années 60 et avant, et il n'y avait pas de planche de surf, donc c'était carrément sur l'eau à la nage, et je me souviens d'une bonne engueulade parce qu'on me disait tu sais que c'est un monstre qui va te dévorer, le Mascaret. Ah oui, c'était un monstre le Mascaret pour les pêcheurs, parce qu'à l'époque les pêcheurs de la Dordogne, dès qu'ils entendaient le bruit du Mascaret, vite ils revenaient au bord, parce que le monstre arrivait, ils allaient être dévorés. C'est un souvenir d'enfance. Je suis en bordure de Dordogne, donc, avec effectivement des problèmes d'inondation jusqu'à il y a quelques années. L'association LASA a réenroché les bordures de Dordogne pour permettre effectivement de contrôler un petit peu l'érosion du lit. L'érosion, les arbres finissaient par tomber et emmenaient avec leur chute une partie de la berge, ce qui fait que l'érosion était vraiment, le phénomène d'érosion était accéléré par ça. Donc LASA, une association, donc, a coupé les arbres qui ne tenaient pas la berge, a apporté de la roche pour essayer de solidifier la berge, et va replanter, si j'ai bien compris, des essences d'arbres avec des racines plongeantes pour ancrer les berges. Voilà. Il y a énormément de courants, effectivement, il y a de l'érosion, et le Mascaret joue aussi sur un gros rôle. C'est pour ça que depuis maintenant 4-5 ans, toutes les riverains se sont reliés en ce qu'on appelle une NASA, avec l'aide de la mairie et autres, pour pouvoir enrocher, endiguer un peu plus les berges. Ouais. Mais c'est un phénomène qu'on rencontre souvent ici, quoi, phénomène d'érosion. Effectivement, le Mascaret a son rôle, parce que quand ça frappe régulièrement, 2 fois par jour, puisque le Mascaret c'est 2 fois par jour, sur les grosses périodes de cours marée, effectivement, ça use et ça enlève une partie des berges. En 99, on remet ça. Et jusqu'où l'eau est montée. Un tronc d'arbre qui est venu taper dans le phare, garder la porte du phare, arraché. Toutes les pierres étaient explosées, tout le mur a été explosé par les vagues déferlantes. Et quand il n'y a plus le mur de pierre pour arrêter les vagues, la porte d'entrée du couloir de la maison, elle est partie au fond du couloir avec son encadrement. C'est vous dire la violence des vagues. Ce bateau, il n'était pas là. Sa remorque, elle était avec des cales sur le bord, sur la berge. Elle était là. De là, elle est venue jusqu'ici, et elle a tapé tellement fort là que la remorque s'est arrêtée, et avec les vagues, le bateau a continué tout seul, il est sorti de dessus la remorque. On est amoureux de l'environnement déjà, quand on est au milieu entre la Dordogne et la Garonne, puisque la presqu'île est entourée d'eau pratiquement. Mon combat perso, c'est le combat de la protection des marais intérieurs. Pour moi, ici, en venant sur ces marais, et
et un bien-être. Et ils font partie de mon héritage, quoi, un peu, hein, puisque je suis né sur le marais, quoi. Bon, j'œuvre pour la défense des marais de Montferrand, qui représente un grand intérêt écologique pour leur biodiversité et leur aspect unique et un territoire naturel. Voilà, honnêtement. Donc les amis des marais se sont toujours battus pour la sauvegarde de ces marais. Ce qu'il faut que vous regardiez, là, cette zone de marais, vous enlevez le bruit de vos oreilles, vous enlevez les fils de haute tension, vous avez exactement la même vue qu'il y a 600 ans. Je veux dire, les seules constructions qu'il y avait, c'était le château que vous voyez là-bas, d'accord, et la ferme qui est derrière ces arbres qu'on va voir tout à l'heure. Pour s'agrandir, ils poussent les maisons vers ici, et c'est le gros problème. La problématique, c'est que bon, c'est une zone qui peut être inondée demain, et on ne sait pas comment ça va se passer, parce que les gens n'ont pas prévu le fait que les eaux puissent monter un jour, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a un début de prise de conscience que ces milieux, les zones humides que souvent on veut voir disparaître parce que voilà, oh là là, elles sont pas très belles, elles sont, il y a des moustiques, etc. On est en train de prendre en considération leur fonctionnalité, c'est-à-dire au-delà de voilà, il y a deux petites espèces qu'on connaît pas, etc. On est en train de prendre aussi en considération le fait que qu'est-ce qu'elles apportent en termes, par exemple, de tamponnement lors de crues, en termes de restitution d'eau pendant les étiages, voilà, enfin tout ça, d'alimentation des nappes souterraines. Donc c'est quand même une bonne prise de conscience qu'il faut pousser. Et qui normalement, par exemple, quand il y a une constructibilité, on ouvre à la construction certaines zones humides. Aujourd'hui, on doit normalement mettre en place des projets de compensation. C'est dans le marais on va dire, Bruges, Blanquefort, tout ça. Bon, ils ont fait beaucoup de gravières qui ont asséché les marais. C'est pour ça que je me suis replié sur celui-ci en disant, bon, on va essayer à pas faire la même chose. Mais bon, à l'époque, on ne s'intéressait pas aux marais, comme on le fait maintenant, parce qu'on prend conscience qu'on n'en a plus beaucoup et puis il faut le préserver. Mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Dordogne, une ombre de silence sur ton corps morcelé de lumière liquide, un ray d'eau d'or s'endort au piétot virage. Miette en vol gobé, douce cruauté d'un cycle, où vasière et roseau grimacent un relief au sourire lisse des eaux. Un rouge ciel exulte l'au-delà de tes vies. Bientôt tu rejoindras une eau venue des hauts, avalée toutes deux par la gueule côtière. En attendant, ta langue gorge terres en palus, saturées. Tes plages sont nourrices au trilles du matin et au calme du soir. Le silence va venir, ponctuer tes rêves féconds et alanguis. Tu captes la lune et laisses le sari de la nuit m'endormir. Et puis au bout il y a des usines, c'est pareil, c'est une zone un petit peu dangereuse qu'il faut essayer d'éviter. C'est là. La centrale, non là c'est le bec d'Ambès. Ça c'est le bec d'Ambès, et ça c'est la centrale de Pont-Saint-Jean. Le pétrole, etc. La centrale donne beaucoup de sous, mais elle donne beaucoup de soucis aussi. Puis c'est aussi un milieu qui peut être fragilisé par l'activité humaine et qui est à protéger. Les déchets migrateurs aussi sur nos berges, au fil des marais, qui viennent nous les déposer, nous les rendre quand on les lui a donnés à la rivière. Heureusement, le point qui blesse le plus, c'est que certaines la prennent pour une poubelle, mais elles se nettoient toutes seules en jetant ces malheureux déchets sur les rives, ce qu'on appelle les rampailles. Alors, ce que je constate, c'est que les oiseaux nous ont appris à voler. Les poissons nous ont appris à nager. Mais qui nous a appris à souiller la rivière? C'est la question qu'on s'est posée, on n'a pas su répondre.